Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous. Première question, celle d'actualité. Nous en parlions avec Jean-Yves. Faut-il revenir à vos yeux sur la loi sur les fouilles et les palpations dans les prisons ? Je pense qu'il faut... la situation est plus large que cela. Il faut penser à des mesures d'accompagnement, de formation des surveillants, de suivi plus individualisé d'un certain nombre de détenus en prison. Et donc, il faut repenser l'ensemble de l'arsenal. Les fouilles, c'est pas les fouilles uniquement qui vont permettre d'éviter qu'un certain nombre de détenus soient radicalisés. Donc voilà, je veux exprimer aussi ma solidarité envers tous les gardiens de prison dont certains ont été mobilisés et en grève aujourd'hui. C'est la petite fille de gardiens de prison aussi qui vous parle. Je sais que leurs conditions de travail sont pas toujours faciles et malheureusement un drame comme celui-là permet de repointer ce problème. Autre actualité, une information Europe 1 et un document que vous pouvez lire sur europe1.fr, l'agacement du gouvernement après que des conseils de prud'homme décident de ne pas appliquer le plafonnement des indemnités prud'homales. On connaît la position de la France insoumise sur le plafonnement des indemnités prud'homales, sur la pratique de la garde des Sceaux qui s'adresse à la hiérarchie judiciaire. C'est légal mais exceptionnel, est-ce que ça vous choque ? Une nouvelle tentative du pouvoir de reprendre la main sur la justice. Donc je le regrette, je le dénonce. Et il faut avoir en tête ce dont on parle exactement, c'est plafonner les indemnités prud'homales dont le plafonnement est contraire à un certain nombre de normes internationales du droit du travail, notamment une des conventions de l'Organisation internationale du travail. Donc c'est pas sorti de la tête de nulle part de ces conseils de prud'homme, y compris d'ailleurs des représentants patronaux qui se sont opposés à ce plafonnement, parce que concrètement, ça permet aux entreprises de mesurer au centime près combien pourrait coûter un licenciement et finalement de faire une prévision, une espèce de calcul coût-bénéfice. Donc je pense qu'il faut être alerté de cette tentative du gouvernement d'aller encore plus loin. Cela dit, c'est parfaitement légal et c'est une indication de politique de la chancellerie, de politique générale adressée. Ça se fait, c'est rare, très rare dans ces dossiers-là, mais ça se fait. Je pense qu'il faut poser la question à tout le monde. Est-ce que vous trouvez ça normal que le pouvoir politique reprenne autant la main sur le pouvoir judiciaire ? Moi, je suis assez attachée à l'indépendance de la justice et qui a jugé dans ces affaires précises que les licenciements étaient injustes et injustifiés et donc qu'ils méritaient d'aller au-delà de la grille tarifaire, de la grille fixée qui limitait les indemnités prud'homales et les indemnités en faveur des salariés. Donc il est question là de la défense du droit des salariés. Donc je pense que c'est un peu surprenant cette intervention. On va rappeler que ce ne sont pas des magistrats qui avaient pris ces décisions jusque-là, mais des conseillers prud'homaux. Dont des conseillers de patronaux. Donc Manon Aubry, la taxe GAFA, présentée au Conseil des ministres aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes de votre camp regretter qu'elle ne soit pas plus coercitive, on va dire, pour ces Google, Apple, Facebook, Amazon. C'est pas un minimum, mais c'est déjà bien quand même que la France seule, qui n'a pas réussi à convaincre ses partenaires européens, s'engage sur ce dossier. Vous ne manquez pas de soutien un peu pour la Bruno volonté Le Maire ? de taxer les GAFA, je la partage complètement. J'ai travaillé sur le sujet pendant des années dans le secteur associatif à Oxfam. Par contre, il faut analyser la mesure dans le détail. La mesure dans le détail, c'est 500 millions escomptés d'argent récupérés auprès des GAFA par an pour une trentaine d'entreprises. Donc ça fait très peu, un peu plus d'une quinzaine de millions en moyenne par entreprise. Pour des entreprises qui font échapper à l'impôt des milliards d'euros chaque année. Apple, par exemple, a été redressé de 13 milliards d'euros en Irlande. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on met un pansement sur une jambe de bois et on refuse de s'attaquer au cœur du problème. Et donc, quelque part, on donne l'autorisation aux entreprises, aux GAFA, en leur reprenant quelques millions, on valide leur schéma plus globaux d'évasion fiscale. C'est pas quand même un début. Mais vous savez, qu'il n'y avait rien avant. Vous savez ce qui serait un début ? Par exemple, une liste crédible de paradis fiscaux on les connaît les paradis fiscaux. Le Luxembourg, l'Irlande, nos voisins européens, mais aussi les îles Caïmans, Jersey, Guernesey, etc. Le gouvernement, il y a quelques mois, a refusé purement et simplement de lister ces pays. Donc si on veut faire un début dans la lutte contre l'évasion fiscale, attaquons-nous au premier maillon de la chaîne, ceux qui offrent aux grandes entreprises ces dispositifs fiscaux,
pourquoi le gouvernement s'y refuse-t-il s'il veut faire de la lutte contre l'évasion fiscale une priorité? C'est là tout le moins une contradiction. Il y a au moins un échec dans ce projet de taxe GAFA, celui du gouvernement français qui souhaitait convaincre ses partenaires européens. Ils ont échoué. Vous arrivez avec un projet radical de réforme de l'Union européenne, de changement, de sortie des traités de libre-échange. Qu'est-ce qui nous dit que vous, si le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas réussi, vous, parlementaires européens, pourrez changer quoi que ce soit au fonctionnement de l'Europe? Qui sont vos alliés? Alors, nos alliés en Europe, on en a au sein d'une coalition qui s'appelle Maintenant le Peuple, qui réunit Podemos en Espagne, le Bloco au Portugal, etc. D'autres alliés partout en Europe. Mais ce que montre cette histoire de la taxe GAFA, c'est que quelque part, quand on le veut, eh ben finalement, on le fait de manière unilatérale. Et donc nous sommes profondément internationalistes avec nos alliés européens. Nous voulons sortir des traités européens actuels et poser de nouvelles bases pour une coopération européenne qui sortent des traités de libre-échange en effet, qui mettent la lutte contre le changement climatique et l'investissement dans la transition énergétique comme une priorité et qui sort de la règle de l'austérité des 3% de déficit. Voilà des exemples précis de ce que nous défendrions. Vous faites de ces 3% un symbole. La réalité, c'est qu'on ne les respecte pas et on ne s'inquiète pas de ne pas les respecter. Alors, je pense que la Commission européenne et Pierre Moscovici, que vous avez sûrement eu l'occasion d'accueillir ici, répète à qui veut bien l'entendre l'importance de cette règle. Qu'on ne respecte pas, nous Français. Alors, c'est au nom de cette règle que le gouvernement a décidé de 60 milliards d'économies d'ici la fin du quinquennat, de la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, on en est très loin, de la baisse, mais d'ici la fin du quinquennat. Et on voit bien que c'est un objectif du gouvernement. Et nous disons, je vais vous donner un exemple très précis, pour investir dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, c'est 177 milliards d'euros par an. Je ne vais pas vous mentir, ça nous ferait sortir de la règle des déficits des 3%. Pourtant, c'est nécessaire pour sauver la planète et c'est même bon pour la croissance. Selon la Commission européenne, ça créerait 1% de croissance et 900 000 emplois en Europe. Donc, je pense qu'il y a, face aux nécessités des enjeux, notamment de préservation de notre climat et de la planète, il faut savoir déroger à un certain nombre de règles qui n'ont aucun sens. Simplement, d'un mot, il n'y aura jamais d'accord entre vous, Génération, les socialistes, les communistes, Place Publique, la gauche française part en ordre dispersé, côte à côte. Pour s'accorder, il faut s'accorder sur un projet et nous nous sommes déjà accordés sur un projet. Vous n'avez rien en commun avec ces gens-là? Bien sûr qu'on a des choses en commun, mais on a aujourd'hui une vraie divergence. C'est celle de notre vision, on venait d'en parler, des traités européens. Un certain nombre de personnes à gauche pensent que une politique écologique, par exemple, se fait dans le cadre des traités européens actuels. Nous pensons que c'est un frein. Et donc nous avons essayé de réunir le plus largement possible sur notre liste, mais sur un projet très clair. Et c'est aussi comme ça que Emmanuel Morel du Parti socialiste a rejoint notre liste. On a par exemple Sergio Coronado qui est d'Europe Écologie Les Verts, des gens comme moi qui n'ont jamais fait de politique, mais nous nous accordons sur un projet clair, mais qui j'espère nous permettra de convaincre le plus largement possible le reste de la gauche. Je ne désespère pas de les convaincre. Vous ne désespérez pas de les convaincre. Beaucoup d'ONG, vous l'avez souligné, beaucoup de personnes issues des ONG qui se retrouvent dans les listes de gauche. Vous, la première, Manon Aubry. C'est quoi? C'est un problème de renouvellement à gauche, de problème d'idées, d'aller chercher à l'extérieur? Je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie vivacité dans le milieu associatif, des propositions qui sont faites. Je pense qu'il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Ça fait des années que le milieu associatif alerte sur l'augmentation des inégalités, alerte sur le changement climatique et met des propositions sur la table. Les propositions, on les connaît. Maintenant, il s'agit d'avoir de la volonté politique et de les traduire politiquement. Tant mieux si aujourd'hui un mouvement politique comme la France Insoumise permet à quelqu'un comme moi, qui est issu du milieu associatif, de les traduire politiquement. Ça prouve aussi que la politique n'est pas réservée qu'à des professionnels. Un dernier mot concernant l'Union européenne pour savoir votre position du côté de la France Insoumise. Seriez-vous favorable à ce que la France cède son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un siège européen ? Non, parce qu'aujourd'hui, la politique étrangère et la politique, la diplomatie de manière générale ne fait pas l'unanimité. Nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas les mêmes intérêts avec l'Allemagne, avec, je sais pas, n'importe quel autre pays européen, avec les pays d'Europe de l'Est. Et donc, il y a un sens à avoir la présence française au Conseil de sécurité de l'ONU, qui est aujourd'hui la seule instance légitime d'action au niveau international. Merci Manon Aubry. De rien. Tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes.